Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 16, sacralise la personne humaine et le droit à la vie est consacré. La peine de mort viole-t-elle le droit à la vie? La peine de mort est-elle juste et actuelle? Deux camps s'opposent sur cette question qui touche au droit fondamental de l'être humain. De la peine de mort en droit congolais, il en sera question aujourd'hui avec notre invité, depuis Namur. Professeur Mbokani, nous sommes heureuses de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes donc docteur en droit de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Vous êtes professeur à l'Université de Goma. Vous êtes docteur en droit pénal national et international. Pour vous, la peine de mort est-elle juste et actuelle? Je pense bien qu'elle est juste et actuelle pour des raisons que je vais vous expliquer après. Et, quelle est la base légale en fait de la peine de mort en République démocratique du Congo? Mais la peine de mort, elle est prévue principalement par le code pénal ordinaire ainsi que par les codes pénals militaires. Oui. Et elle est prévue pour toute une série d'infractions, à commencer par des infractions d'homicide intentionnel, comme elle est aussi prévue pour d'autres types d'infractions. Et dans le code pénal militaire, elle est aussi prévue pour toute une série d'infractions qui sont commises en temps de guerre ou en période de circonstances exceptionnelles. D'accord. Donc, les infractions faites donnant lieu à la peine de mort ne sont pas nécessairement des infractions de sang. Non. La constitution en vigueur donc en République démocratique du Congo sacralise la personne humaine, donc consacre aussi le droit, le droit à la vie dans l'article 16 de la Constitution, mais également l'article 61 qui prohibe alors toute dérogation au droit, traitement inhumain et dégradant. Est-ce que vous pensez que la République démocratique du Congo, en ayant dans son arsenal juridique pénal encore la peine de mort, c'est compréhensible, ça ne va pas à l'encontre, ça ne viole pas ce droit à la vie garanti dans la Constitution? Je vais vous répondre en deux étapes. La première étape est que la question que vous posez avait été posée à la Cour constitutionnelle. À l'époque, c'était la Cour suprême de justice en 2011 dans l'affaire Mukonkole. Et la Cour constitutionnelle avait estimé que la peine de mort était conforme à la Constitution parce que l'interdiction de la dérogation qui est prévue à l'article 61 de la Constitution ne concerne que des cas qui ne sont pas prévus par la loi. Donc, en dehors des cas prévus par la loi, le droit à la vie reste protégé. Alors, le deuxième cas, c'est par rapport à mon point de vue. Moi, je pense que la Cour constitutionnelle n'avait pas bien dit le droit parce que l'article 16 de la Constitution garantit le droit à la vie, mais omet de reprendre la disposition ou plutôt la phrase qu'on trouvait dans des précédentes constitutions où il était proclamé le droit à la vie, mais on prévoit une exception dans le cas prévu par la loi. Et c'est cette phrase-là qui a été retirée de la Constitution de 2006, en fait, ne donne pas une base constitutionnelle à la peine de mort. Mais comme je l'ai dit, la Cour constitutionnelle a vu les choses autrement et a préféré dire qu'il y avait toujours la base constitutionnelle. Donc,
la Cour a tranché, on s'incline. Pour ce qui est, par exemple, pour ce qui est de la cour, toujours de la peine de mort, en fait, quel est l'état des lieux dans le monde? La tendance est plutôt abolitionniste ou rétentionniste à l'heure actuelle? La tendance est clairement abolitionniste. Et pour quelle raison? Dans beaucoup de pays, Oui. on trouve cette tendance-là, et en Afrique, il y a le 4/5 des États qui soit ont aboli la peine de mort, soit n'appliquent plus la peine de mort dans les faits. Et donc, les raisons par rapport à ça, ben, moi, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas approfondi la question ailleurs qu'au Congo. Mais je pense qu'il y a aussi une forme de conditionnalité de l'aide internationale où Oui. les bailleurs de fonds imposent parfois leurs conditions en matière de droits de l'homme, et ça entraîne que la plupart des États africains principalement qui ont besoin de cette aide internationale sont amenés à abolir la peine de mort. Et donc en République démocratique du Congo, il y a quand même des condamnations à mort qui continuent, qui sont d'actualité. Et ces condamnations sont la plupart du temps faites par les tribunaux militaires, qui sont bien entendu compétents pour connaître des infractions passibles de la peine de mort du code pénal militaire. Le code de justice militaire d'ailleurs prévoit leurs compétences également pour ce qui est sur le crime de droit commun perpétré par des militaires. Vous pensez que c'est compréhensible? Moi, personnellement, je pense que les tribunaux militaires devraient se limiter uniquement aux infractions qui sont commises par des militaires, mais aussi des infractions qui sont strictement d'ordre militaire. Il se fait que la loi au Congo prévoit autre chose. Elle prévoit que les juridictions militaires peuvent juger les militaires pour tout type d'infraction, y compris des infractions prévues par le code pénal ordinaire. Et elle prévoit même que les tribunaux militaires peuvent juger les civils pour des infractions commises en complicité avec des militaires ou avec des effets militaires. Donc, c'est toute une série de cas où on peut trouver aussi bien des civils qui répondent des crimes devant les juridictions militaires, mais aussi les tribunaux militaires qui poursuivent des militaires pour des crimes de droit commun. Et personnellement, je pense que ça pose un problème. Oui. Et vous pensez qu'il y a donc un problème de compétence à ce niveau-là de juridiction? C'est clair? Ce n'est pas un problème de compétence parce que c'est prévu par la loi. C'est plutôt un problème du respect des règles en matière de procès. Oui, justement, au vu de, oui, par rapport aux règles établies au niveau, par exemple, international. Et donc, il y a quand même un problème. Mais par rapport à notre loi, c'est compréhensible parce que c'est que la loi prévoit. Absolument. C'est prévu même par la Constitution que les tribunaux militaires jugent les militaires. Mais par contre, la Constitution n'a pas prévu que ces tribunaux-là jugent des civils. Ça, c'est encore un problème qui pourrait se poser par rapport à la conformité de cette compétence-là à la Constitution. Deux camps alors s'opposent pour ce qui est de la question de la peine de mort. Il y a un camp des abolitionnistes et puis des rétentionnistes. Et chacun de deux camps avance des arguments qui sont tout aussi pertinents et des arguments qui tiennent la route. Pour les abolitionnistes, pour les rétentionnistes, ils estiment qu'une personne qui a ôté la vie à une personne mérite également qu'on lui ôte la vie. Vous pensez que cet argument tient la route? Des controverses au niveau de la société, il appartient aux autorités politiques de prendre la décision
décision. Donc, je comprends qu'il y ait des camps, mais en même temps, la loi est là, elle prévoit la peine de mort. Alors, pour répondre directement à votre question, c'est que dire que la personne qui a ôté la vie doit aussi payer de sa vie, ça repose sur un principe simple, c'est la fonction rétributive de la peine. Et donc, quand vous commettez une infraction, vous contractez une dette que vous ne pouvez payer qu'en exécutant la peine. Et donc là, évidemment, on n'est pas loin de l'idée de œil pour œil et dent pour dent, mais c'est ce que prévoit la loi. Donc, j'ai envie de dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Pour le cas de la République démocratique du Congo, cette peine est encore présente dans l'arsenal de peine, enfin dans l'arsenal pénal congolais. Il y a un moratoire qui a été pris depuis 2003 sur la peine de mort. C'est, à votre avis, c'est le fait qu'il y ait eu quand même un moratoire, déjà quand même, hein, est-ce que c'est un pas déjà vers l'abolition de la peine de mort? Première chose, le moratoire n'est pas une mesure d'interdiction de la peine de mort. Donc, on peut toujours prononcer cette peine, mais on ne l'exécute pas. C'est ça que dit le moratoire. Et des deux, le moratoire dont vous parlez là, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies et c'est une résolution non contraignante. Donc, un juge n'est pas tenu d'appliquer cette résolution-là. Oui. La loi prévoit la peine de mort, donc il n'a pas de choix. Il va l'appliquer quand il estime que les circonstances les justifient. Au niveau de l'exécution, ça, ce n'est plus l'affaire du juge. Et que dire, par exemple, aux familles des victimes des condamnés à mort, c'est-à-dire des personnes qui ont eu, dans le cas de crimes de sang, à commettre, à tuer de membres de famille, de personnes, et qui aujourd'hui donc ont été aussi condamnées à mort. Pour vous estimez que c'est par rapport à l'argument de rétentionniste, c'est le fait pour ces familles-là, c'est l'argument des rétentionnistes, quand les abolitionnistes avancent, disent qu'il faut abolir la peine de mort. Mais à ces familles-là, est-ce qu'on pense à leur douleur? Deux éléments de réponse à votre question. Le premier est que on ne punit pas les coupables au nom de la victime. Hein. Si on le faisait, ce serait la vengeance. Donc, on punit les coupables au nom de la société. Ce n'est pas qu'on parle au nom de la victime. Ça, donc, c'est le premier élément. Le second élément de réponse est que vous serez peut-être surpris de constater qu'on trouve quand même des familles de victimes qui ne souhaitent pas que l'auteur du crime dont leur membre de famille a été victime, on en trouve qui ne souhaitent pas la peine de mort. En Europe, ici, c'est assez fréquent. Mais bon, en Afrique, je ne connais pas de cas, mais ici en Europe, on trouve fréquemment des membres de famille qui s'opposent à la peine de mort. Et pour ce qui est des autorités congolaises, donc, qui estiment que le maintien de la peine de mort en République démocratique du Congo se justifie par la situation à l'est de la RDC, qui est encore très instable, avec de guerres, abolir la peine de mort va favoriser plus de cas de violence, de tuerie. Maintenir la peine de mort, c'est une raison valable dans ces circonstances-là, c'est la justification des autorités. À votre avis, tient donc la route? Ces autorités estiment que
la peine de mort est toujours nécessaire, ben, on va la maintenir. Le problème est que ce que vous me dites là n'a pas été suivi par une consultation populaire. Donc, c'est lui qui dit que c'est nécessaire. Moi, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire de ça. Non, où est-ce qu'il tire cet argument? Il n'a pas consulté la population pour savoir ça. Mais s'il y avait ces consultations-là, je pense que ce serait un argument supplémentaire pour qu'on estime que la peine de mort, elle est réclamée par la population. Vous estimez qu'une consultation de la population serait importante pour se prononcer par rapport à la suppression ou au maintien de cette peine. Un argument des abolitionnistes par rapport donc à l'abolition, bien entendu, de la peine de mort, c'est en fait, il se base sur l'erreur judiciaire que peut commettre le juge dans la condamnation d'un innocent. Des cas qui sont qu'on a déjà vécu, c'est par exemple le cas de Georges Stinney Junior, un mineur qui a été condamné à mort, exécuté à l'âge de 14 ans aux États-Unis en 1944, jugement annulé 70 ans après par un juge, et l'erreur judiciaire dans la condamnation d'un innocent à la peine de mort. Donc, c'est un argument embêtant pour les abolitionnistes. Oui, c'est clair que quand il y a risque d'un procès qui n'est pas équitable, on ne peut pas appliquer la peine de mort. Et la Commission africaine des droits de l'homme, dans son observation générale sur le droit à la vie, revient encore sur ce problème-là en disant que quand il n'y a pas assez de garantie d'un procès équitable, on ne peut pas appliquer la peine de mort. Mais de l'autre côté, je rappelle que l'œuvre humaine ne peut pas manquer d'erreur. Et donc, si on doit partir de l'idée que le risque d'une erreur judiciaire doit entraîner l'abolition de la peine de mort, bon, je crois qu'il faut alors abolir toutes les peines. Et donc, je pense qu'il faut trouver une position équilibrée sur ce problème-là et de dire qu'il faut renforcer les garanties d'un procès équitable quand une personne risque la peine de mort et que s'il n'y a pas de garantie, on ne va pas appliquer la peine de mort. Mais de l'autre côté, on ne peut pas retirer la peine de mort ou n'importe quelle autre peine simplement parce qu'il y a risque d'erreur judiciaire. Je trouve que c'est un raccourci. Et donc la loi du 10 janvier 2009 portant sur la protection de l'enfant, interdisant donc le recours à la peine de mort, à la peine capitale, pour tous les mineurs commis pour tous les mineurs donc, qui commettent des infractions susceptibles d'entraîner la peine de mort. Et la loi du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire qui a permis donc la suppression d'ailleurs de la cour d'ordre militaire. Pour vous, par rapport à ces lois, vous estimez que c'est un pas pour la RDC vers l'abolition de la peine de mort? Code judiciaire militaire dit simplement que les juridictions militaires ne sont pas compétentes pour juger les individus de moins de 18 ans. Et donc là, je ne vois pas un pas vers l'abolition de la peine de mort. Et de deux, par rapport aux mineurs, je trouve tout à fait sage qu'on n'applique pas la peine de mort aux mineurs parce que c'est par définition des gens qui n'ont pas un discernement suffisant. C'est l'article 9 en fait de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
Cet article-là dit exactement ceci: aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La peine de mort et la servitude à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant. Par un enfant, oui. Voilà. Et si je peux me permettre de préciser, c'est que les enfants sont jugés par les tribunaux pour enfants. Et ces tribunaux-là n'appliquent pas les deux peines dont vous parlez là. Et une mission d'enquête, en fait, a été menée. Cette mission a été intitulée « Vers une mort en silence ». Cette mission d'enquête a été réalisée en 2019 dans 10 prisons de la République démocratique du Congo et par l'association Culture pour la paix et la justice et l'association Ensemble contre la peine de mort. Et cette enquête donc a mis en exergue en fait les conditions de vie des prisonniers condamnés à la peine de mort dans différents prisons qui ont été visitées. Est-ce que et en fait ces condamnés à la peine de mort, en fait au châtiment suprême, la peine capitale, leurs conditions de vie dans ces prisons sont vraiment déplorables. Qu'en dites-vous? Ce sont des conditions qui ne répondent donc pas aux standards internationaux pour des prisonniers condamnés, pas seulement à mort, des condamnés. Que dites-vous? Parce qu'ils sont là pour une peine, parce que ce sont des condamnés à mort, ils peuvent passer ces temps de couloir dans le couloir de la mort, dans n'importe quelle condition. Et donc, comme vous le dites, les problèmes des conditions carcérales au Congo ne concernent pas seulement les condamnés à mort, ça concerne toutes les personnes condamnées. Et le pire, c'est que ça concerne même les gens qui sont en détention préventive. Et donc, des gens qui n'ont même pas encore été condamnés. Et donc, là, c'est clair que c'est des formes de torture. C'est des formes de torture qui sont interdites par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Mais concernant spécifiquement les personnes condamnées à mort, si elles sont traitées de la façon dont vous me dites là, ben c'est clair qu'il y a une entorse à l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et le Comité des droits de l'homme des Nations Unies l'a clairement dit dans une observation générale de 2019 ici que maintenir les gens dans ce type de conditions, simplement parce qu'ils ont été condamnés à mort, est contraire aux conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme. Si abolition, c'est que réclament les abolitionnistes, abolition de la peine de mort, vous pensez que quelle peut être la peine de remplacement? Ben, ce sera la peine qui vient juste après, quand vous lisez l'article 5 du Code pénal ordinaire. Donc, cet article prévoit plusieurs peines. Hein. Il n'y a pas que la peine de mort. Donc, on trouve la peine de mort au sommet. Après la peine de mort, c'est la servitude pénale à perpétuité. Donc, c'est elle qui va remplacer la peine de mort. Mais, évidemment, quand je parle de cette servitude pénale à perpétuité, il faut avoir en tête deux réserves. La première, c'est qu'il faut qu'on puisse améliorer les conditions carcérales. On ne peut pas condamner à perpétuité les gens pour les maintenir dans des conditions inhumaines. Et des deux, il faut qu'on se rassure que les personnes condamnées vont effectivement exécuter la peine. Parce que si on condamne des gens pour le reste de leur vie et que 2-3 mois après, ils s'évadent comme ça arrive souvent au Congo, ben, je crois que ça ne vaut même pas la peine. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la peine de mort,
et par rapport à la tendance actuelle hein, dans le monde qui est plus pour l'abolition de la peine de mort, pour ce qui est du cas de la RDC, quel est votre souhait? Je pense que les Congolais doivent être à l'écoute de leur population plutôt que de se laisser entraîner dans la tendance qui est en cours. La peine, c'est quelque chose qui doit coller à la culture d'un peuple. Donc, si la population estime que c'est nécessaire, on la maintient. Si la population estime que ce n'est plus nécessaire, on la retire, mais il ne faut pas avoir cette mentalité de suiveur et parce que tout le monde prend cette direction, on y va. Hein. Je crois qu'on doit garder notre identité nationale aussi dans le choix des peines qu'on peut appliquer à des infractions qui troublent l'ordre public national. Par rapport au mode d'exécution en fait de cette peine en République démocratique du Congo, il y a deux modes donc, qui sont appliqués, qui sont prévus, hein, même si actuellement donc ça ne s'applique plus la peine de mort suite donc à ces moratoires qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a la pendaison pour les civils et la fusillade pour les militaires. Ce sont en fait ces deux mondes qui en réalité ressemblent en fait à ces tortures, à des tortures hein, cruelles hein, que la RDC même, elle-même aussi condamne dans l'article que je vous ai évoqué tout à l'heure dans la Constitution qui condamne ces traitements inhumains et dégradants. Donc il y a quand même besoin de s'adapter, ne serait-ce qu'aux exigences internationales, pour abolir au vu du mode même cruel de ces exécutions. C'est des modes d'exécution qui sont réglementés au Congo et qui sont destinés à éviter, non, à faire en sorte que le condamné ne puisse ressentir aucune souffrance. Et donc, ça se fait vraiment pour qu'il puisse s'en aller sans éprouver la moindre souffrance. Mais on ne sait pas, professeur, on ne sait pas parce qu'il peut s'en aller sans... Mais on ne sait pas si il n'éprouve vraiment pas de souffrance. Hein. Quand on exécute, on vise les parties du corps qui sont telles que la mort est instantanée. Et ça, ce sont les études médicales qui le démontrent. Et si, au cours de l'exécution, il y a des erreurs qui font que l'exécution ne se passe pas bien, on arrête. Et donc, il n'y a pas de souffrance comme telle pour la personne condamnée. Mais le point sur lequel je peux être d'accord avec vous, c'est par rapport aux gens qui assistent à l'exécution. Et c'est assez dur pour eux et c'est pourquoi, d'ailleurs, la plupart des exécutions ne se passent pas en public. C'est pour préserver le public. Mais comme je vous ai dit, par rapport aux condamnés, en tout cas, c'est fait de manière à ce qu'il puisse y avoir le moins de souffrance possible. Et votre mot de la fin, parce qu'on est presque à l'arrivée à la fin. Vous avez un mot à dire par rapport à tout ce qu'on a dit sur la peine de mort en République démocratique du Congo? Le mot de la fin, ce sera simplement que les Congolais doivent être à leur propre écoute et donc qu'ils ne doivent pas suivre ce que les autres font, des choses comme ça. Il faut qu'on puisse adopter les peines en fonction des besoins qui sont typiquement congolais. Ce sera le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup, professeur Mbokani. Merci de votre... Moi qui vous remercie. D'avoir participé à cette émission. Nous recevions donc le professeur Jacques Mbokani, qui est docteur en droit pénal international, mais également national, de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il est professeur à l'Université des Goma
en République démocratique du Congo. Avec lui, donc, nous avons parlé de la peine de mort en droit congolais. Au revoir et à la prochaine. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La peine de mort est-elle juste et réelle? Retirer la peine de mort ou n'importe quelle autre peine, simplement parce qu'il y a risque d'erreur judiciaire. Je trouve que ça avance des arguments qui sont tout aussi pertinents. Si elles sont traitées de la façon dont vous me dites là, c'est clair qu'il y a un tort. Nous recevons donc le professeur Jacques Bocani, qui est docteur en droit